Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Marlène Laruelle, professeure-chercheuse en affaires internationales et en sciences politiques à l'Université George Washington et également directrice des études sur l'illibéralisme. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Eh bien, vous publiez beaucoup de livres. La raison pour laquelle je voulais vous inviter aujourd'hui était de discuter de votre livre le plus récent, qui s'intitule « Idéologie et construction du sens sous le régime de Poutine ». Je mettrai un lien vers le livre dans la description pour ceux qui souhaitent s'en procurer un exemplaire. Je me suis donc dit qu'une bonne façon de commencer serait de vous demander qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre au départ? En fait, cela fait plus de 20 ans que je travaille sur le paysage idéologique de la Russie. J'ai commencé en tant qu'étudiant à étudier l'eurasisme dès la fin des années 90. J'avais donc vraiment envie de réaliser un ouvrage complet qui offrirait une vue d'ensemble de l'évolution de l'idéologie en Russie depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Je remonte même jusqu'aux années 90, car j'ai l'impression que nous avons besoin de temps et d'espace, n'est-ce pas? Nous avons besoin de la chronologie et pas seulement de nous concentrer sur ce qui a été dit la semaine dernière. Et nous devons prendre en compte la complexité des différents groupes, la façon dont les récits ont évolué. J'ai donc voulu saisir cet aspect global, car il existe déjà de nombreux excellents ouvrages sur les différents aspects de l'idéologie en Russie, mais je voulais essayer, au moins pour moi-même et je l'espère pour le lecteur, d'avoir cette vue d'ensemble sur la manière dont les récits évoluent, qui les promeut, comment ils sont formulés ou comment ils se contredisent. Et si l'on regarde sur 25 ans, qu'observe-t-on? J'ai écrit sur un sujet similaire. J'ai publié un livre sur le conservatisme russe parce que j'ai également trouvé ce sujet fascinant. Encore une fois, ils ont organisé un lancement de livre à votre université. Mais je voulais vous demander, quel rôle voyez-vous pour l'idéologie en Russie? Car tout au long des années 2000, c'était un thème très important, y compris parmi les universitaires étroitement liés au Kremlin. C'est-à-dire qu'ils avaient le marxisme, le communisme, puis, après l'effondrement de tout le cadre idéologique avec l'Union soviétique, ils ont adopté ce libéralisme de l'ère Eltsine et l'idée de l'occidentalisation de la Russie, un peu comme un Pierre le Grand 2.0. Mais bien sûr, tout cela s'est également effondré. Et il y avait cette idée qu'il fallait une idée nationale pour un pays aussi vaste que la Russie et avec une histoire aussi complexe. Mais selon vous, quelle est la nécessité d'une idéologie et qu'est-ce qui émerge réellement? Oui, eh bien, je pense que la façon dont j'utilise la notion d'idéologie dans le livre, c'est que je crois que chaque pays a une forme d'idéologie. Je suis aux États-Unis, les États-Unis en ont une. Je pense qu'en Europe, vous en avez aussi une. Donc, je l'utilise vraiment comme une sorte de feuille de route partagée par la majorité de la population et qui nous donne un cadre pour comprendre qui nous sommes, la nation, quelle est notre histoire, quel est notre avenir. Et cela peut être constructif, n'est-ce pas? Cela peut être des choses constructivistes, n'est-ce pas? Nous aimons jouer avec la mythologie, mais je pense que cela fait partie de chaque nation. Je ne pense donc pas que le cas russe soit si spécifique à cet égard. Je veux dire, il existe une tradition russe qui consiste à consacrer beaucoup de temps et d'énergie à essayer de construire cela, mais je pense que l'aspect de la construction nationale n'est pas propre à la Russie. Et je pense d'ailleurs que l'un des objectifs de mon livre est de montrer qu'il s'agit aussi d'un processus de construction nationale, n'est-ce pas? La Russie, telle qu'elle existe sur son territoire actuel, n'a jamais existé auparavant.
Ce n'est plus l'Union soviétique, ce n'est plus l'Empire russe. Ils ont dû réinventer une grande partie de ce que signifie être russe. Je pense donc que l'aspect de la construction nationale a été un élément important de ce processus. Et puis, il y avait l'aspect politico-idéologique, à savoir que je pense que le régime a été fortement façonné lorsqu'il s'est véritablement structuré à la fin des années 1990 et au début des années 2000 par la peur d'une guerre civile qui était présente dans les années 1990, cette sorte de sentiment que la Russie allait s'effondrer comme l'Union soviétique l'avait fait, et l'idée qu'il faut du consensus, que les divisions politiques sont dangereuses pour le pays et que le pays a besoin, parce qu'il est vaste, parce qu'il est multiethnique, multireligieux, et parce que dans la construction nationale, l'État est vu comme l'élément suprême de cette construction, qu'il doit y avoir au moins un consensus minimal sur ce que signifie être russe et sur ce qu'est l'histoire nationale russe. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment un élément important. Et c'est pour cela que, dans le titre du livre, je tenais à inclure la notion de construction de sens, parce que je pense qu'il s'agit d'un véritable processus visant à créer une signification qui ait du sens pour la majorité de la population. C'est aussi pour cette raison que je me suis éloignée d'une analyse de type propagande, car je ne pense pas que cela rende compte de toute l'ampleur du projet, qui était vraiment de donner du sens à ce qu'est la Russie aujourd'hui. Et puis, bien sûr, au fil des années, la flexibilité du projet politique s'est progressivement réduite, n'est-ce pas? Les options narratives qui étaient permises au début des années 2000 ont peu à peu été marginalisées ou mises de côté. Et je pense qu'on observe petit à petit la structuration d'un récit de plus en plus codifié. J'ai donc aussi voulu examiner cette évolution au fil des années dans le livre. Il faut également considérer l'utilité différente de l'idéologie, car après les années 1990, lorsqu'il est devenu évident que la Russie ne ferait pas partie de la nouvelle Europe, d'autres problèmes sont apparus concernant l'adoption de la démocratie libérale, à l'image de ses homologues occidentaux, comme idéologie dominante. D'une part, comme cela a été suggéré dans les années 1990, ils ont perdu une certaine confiance et foi dans l'idée même de démocratie libérale. Mais il y avait aussi l'idée que s'ils n'allaient pas faire partie de l'Occident, tout en continuant à suivre ses traces, cela créerait un partenariat perpétuellement inégal. Mais aussi, si l'on se dirige vers une Europe divisée, où l'on rivalise pour l'influence dans le voisinage commun, comment peut-on exercer un quelconque soft power si l'on se contente d'être une version appauvrie de l'Occident? J'imagine que ma question est la suivante. D'où vient l'impulsion la plus forte? Est-ce un besoin de cohésion nationale, un positionnement stratégique, encore une fois, très instrumental? Ou considérez-vous que cela est motivé par quelque chose d'authentique, une quête de mission, de but, quelque chose de spirituel pour définir qui vous êtes dans le monde? Donc, je pense que ça peut être les deux, non? Je ne crois pas qu'il faille choisir entre l'un ou l'autre. Si l'on réfléchit à ce qu'est la politique, il s'agit à la fois d'un engagement sincère et d'une utilisation instrumentale. Je pense donc qu'il y a une part authentique, comme le besoin d'un récit national qui crée de la cohésion autour de qui nous sommes en tant que Russie post-soviétique, et un récit qui nous présente à l'Occident et au monde entier comme ayant une certaine identité. Il existe donc une marque Russie qui est identifiable. C'est selon moi la composante authentique. Là où je vois l'aspect plus instrumental et opportuniste, c'est dans la façon dont certains récits ont évolué. C'est pourquoi dans le livre, j'essaie de dissocier ce que je décris, car l'idéologie recouvre beaucoup de choses, n'est-ce pas? Cela peut être très large ou bien plutôt marxiste-léniniste. Il faut lire le livre et l'apprendre.
Donc, la façon dont je déconstruis l'idéologie telle que je l'aperçois, il y a la vision du monde, qui est l'expérience vécue permettant d'interpréter le monde. Et je pense qu'à ce niveau, il y a eu un véritable sentiment de déception et de ressentiment envers l'Occident et l'expérience libérale des années 90. Ensuite, il y a les récits stratégiques, qui sont les moments où l'État adapte cette vision du monde authentique à la situation, dialogue avec l'Occident, tension avec l'Occident, opportunité d'ouverture vers le Sud global. Ces récits évoluent, mais ils restent toujours fondés sur ce type d'interprétation authentique de la vision du monde. Là où je vois l'aspect super opportuniste, c'est dans ce que nous appelons en sciences sociales, les topois, ou une sorte d'idéologie. Ce sont ces petites formules, vous savez, ces slogans ou expressions utilisés dans les talk-shows russes à la télévision. Et ils évoluent beaucoup, n'est-ce pas? Ils doivent être accrocheurs. Ils fonctionnent pendant quelques années, puis on passe à autre chose. Pensez par exemple à Gairopa. C'en était un, n'est-ce pas? Toute cette terminologie est conçue pour être percutante et provocatrice, pour résumer une grande idée. C'est, je pense, l'aspect opportuniste et instrumental. Mais je pense qu'il y avait, et qu'il y a toujours, un véritable projet de tentative de donner un sens à l'identité nationale russe, à la fois pour des raisons internes, pour un public national, et comme une marque à vendre à l'étranger. Non, vous dites oui, il y a une demande réelle. Et j'ai trouvé que certaines des statistiques tirées de vos livres, je crois que c'était 69% des Russes qui ont répondu oui, que la Russie a besoin d'une idéologie d'État, quelque chose pour rassembler une certaine cohésion autour de l'idée nationale. Est-ce que certains de ces résultats vous ont surpris ou qu'est-ce qui vous a marqué? Oui, je pense que le livre porte vraiment sur la construction politique et intellectuelle plus que sur la réception par l'opinion publique. Donc je n'aborde la question de la réception par l'opinion publique qu'à la fin, dans la conclusion. Mais oui, cette enquête que nous avons réalisée avec des collègues norvégiens avant l'invasion à grande échelle, l'enquête date de 2021, a été vraiment intéressante parce qu'elle fournit beaucoup de données intéressantes sur ce que l'opinion publique comprend lorsqu'elle dit soutenir une idéologie nationale d'État, n'est-ce pas? Qu'entendent-ils par là? Et mon interprétation, c'est que les gens demandent à l'État de donner une direction et aussi d'assurer une forme d'ordre social et de normes. Vous pouvez vous éloigner des normes, car je pense qu'en Russie, il existe une longue tradition d'une certaine réaction rebelle face à l'État, mais vous souhaitez tout de même que l'État impose la norme. Ensuite, vous décidez si vous vous adaptez à la norme ou si vous souhaitez la contourner. Il y a donc, je pense, une demande vraiment populaire, issue de toute l'expérience des années 90 et 2000, pour, vous savez, l'ordre et la loi, la justice sociale, une certaine forme de redistribution, une certaine forme de moralisation. Et je pense que l'aspect moral est vraiment important. Les gens ont vécu les années 90, et donc le libéralisme occidental, comme étant très amoral ou immoral. La quête d'un récit national, ainsi que la quête d'un récit fondé sur des valeurs conservatrices et traditionnelles, sont en grande partie une recherche de moralisation de la société et des relations entre citoyens, ainsi que de la relation avec l'État. On peut toujours voir des personnes demander à l'État de fournir ce type d'orientation, tout en considérant, dans la pratique, que l'État est corrompu et que les fonctionnaires ne font pas bien leur travail. La manière de gérer cette contradiction consiste à demander à l'État d'envoyer une forme de signal moral que la société puisse suivre. Je pense donc qu'il existe une demande réelle et authentique. L'État peut réinterpréter cette demande à sa façon pour sa propre sécurité et légitimité, mais je crois qu'il existe une véritable demande pour une forme de langage moral émanant de l'État.
Mais alors, quelle est l'idée? Si je devais concevoir ou proposer une idéologie ou une idée nationale russe, ce serait très compliqué, notamment à cause de l'immensité de la Russie et de sa diversité interne, mais aussi parce qu'il faut réussir à intégrer des éléments aussi différents. De quelle Russie parle-t-on? Car on rappelle souvent que le berceau civilisationnel se trouvait à Kiev avec la Ruse de Kiev, puis il y a eu l'éclatement, il y a eu le joug tatar, ensuite la Moscovie, puis Pierre le Grand et sa révolution culturelle pour transformer la Russie en un État européen, puis la réaction des slavophiles, ensuite l'Union soviétique qui en quelque sorte a annulé l'histoire, puis les années 90 de Yeltsin. Comment peut-on trouver une cohérence idéologique suffisante pour réellement développer une conscience nationale commune capable de rassembler la Fédération de Russie? Mais je pense que le défi réside dans le fait que les autorités russes, ainsi que le milieu intellectuel qui les entoure et qui travaille sur ce projet, doivent faire face à la réalité que la Russie a traversé de nombreux types d'identités et a connu de nombreuses ruptures politiques, surtout au XXe siècle. C'est pourquoi je pense que le récit selon lequel nous sommes un État-civilisation est une manière d'englober à la fois la multiplicité des groupes ethniques et l'immensité du territoire russe, tout en permettant de gérer les multiples identités politiques de la Russie. Bien sûr, en un sens, c'est un signifiant vide. Dire que la Russie est un État-civilisation signifie que l'on peut y mettre tout ce que l'on veut. Mais d'une certaine manière, c'est justement le but. L'objectif est de donner à la population une sorte de cadre, et chacun y mettra ce qui compte vraiment pour lui, n'est-ce pas? Il s'agit donc d'une forme de signifiant vide, car il est ouvert à la réinterprétation. Mais je pense que c'est ainsi qu'ils ont essayé de l'envisager, en insistant sur la continuité, sur le fait que l'État reste toujours le noyau légitime de la nation, et que le reste du corps national doit en fait suivre une direction étatique. Pour moi, cela a été l'élément clé. Et on pourrait tout à fait imaginer conserver exactement la même manière de cadrer l'identité nationale russe, tout en ayant un régime politique différent de celui que nous connaissons actuellement. Il y a donc beaucoup de flexibilité, et le fait d'avoir ce type de rupture historique n'est pas nécessairement un problème en termes de nation, n'est-ce pas? Je suis citoyen français, n'est-ce pas? Donc, quand j'étais enfant à l'école en France, on nous enseignait à la fois la monarchie française puis la Révolution française, l'une suit l'autre, mais c'est toujours présenté comme une seule et même longue histoire de l'identité française. Je pense donc que la Russie reproduit aussi ce genre de continuité. Et beaucoup d'États ont des identités complexes. Je veux dire, les États-Unis ont connu une guerre civile et ils ont encore aujourd'hui une vision très polarisée de l'identité nationale. Je pense donc que le langage civilisationnel est une manière de contourner toutes ces contradictions et de dire aux citoyens « Eh bien, tant que vous êtes d'accord avec notre vision globale, selon laquelle nous sommes une civilisation, et donc que le libéralisme occidental tel que nous l'avons connu dans les années 90 n'est pas bon pour nous, parce que nous avons besoin de quelque chose qui nous soit propre. » Et puis, il est également possible de discuter de ce que signifie réellement de notre propre chef. Chacun peut alors y mettre ce qu'il veut, n'est-ce pas? On verrait, par exemple, des eurasianistes revaloriser l'identité turco-mongole. Il y aurait encore des modernistes favorables à Pierre le Grand. On trouverait des monarchistes conservateurs classiques. Il y aurait des staliniens, n'est-ce pas? Il y a de la place pour tout cela. Tant que l'idée que la Russie doit suivre l'Occident, cette option n'est pas proposée. Mais tout le reste est plus ou moins envisageable, n'est-ce pas? On peut donc se dire, par exemple, que la Chine est un bon modèle à suivre, ou que Byzance en est un. Tout cela reste possible dans la construction idéologique actuelle.
Eh bien, vous avez mentionné plus tôt que la morale devient un enjeu clé et qu'elle est souvent opposée à ce qui se passe en Occident. C'est un phénomène très courant dans la nature humaine. Si nous nous définissons en groupe, si nous définissons qui nous sommes, le nous, il doit aussi toujours y avoir un « eux », l'altérisation, c'est-à-dire « qui n'êtes-vous pas ». En effet, nous faisons cela aussi en Occident. La Russie est souvent l'autre idéal pour nous. Nous sommes une démocratie libérale, et s'ils sont autoritaires, alors c'est ainsi que la dichotomie supérieur-inférieur, ou bien mal, peut être mise en contraste. C'est aussi une façon de construire sa propre identité. Bien sûr, les Russes le font largement. Autrement dit, si ce que l'on recherche est une renaissance morale, alors l'Occident endosse le rôle de cet autre décadent, et les guerres culturelles qui font rage, ici, alimentent largement cette altérisation. Voyez-vous l'Occident jouer? Eh bien, quel genre de rôle voyez-vous l'Occident jouer, à part celui de cet autre décadent? Qu'est-ce que vous avez dire souvent dans les mapas? Oui, je pense en effet que l'Occident a toujours été construit dans le discours national russe comme le principal autre. Et comme vous l'avez dit, l'Occident lui-même a construit la Russie comme le principal autre, peut-être au même niveau ou d'une manière différente que l'autre musulman pour l'Occident. Donc je pense que, dans le cas russe, il y a effectivement cette idée selon laquelle nous sommes l'interprétation saine de ce que devraient être les traditions européennes, ou une version plus conservatrice face à un Occident décadent, libéral, progressiste. Cela est donc devenu la manière clé de cadrer la relation à l'Occident. Mais on trouve encore des discours du type « Nous sommes la véritable Europe, nous partageons les valeurs chrétiennes ». Donc si l'on regarde vers le passé, nous partageons beaucoup avec l'Europe. Si l'on regarde vers l'avenir, nous voulons un autre type de société, mais nous partageons toujours ses racines. Je pense qu'il existe encore une certaine forme d'admiration. Et s'il y a un fort ressentiment en Russie envers l'Occident, c'est aussi parce que les élites ont été façonnées par l'Occident et voyaient l'Occident avec admiration, en termes, vous savez, d'état de droit, de développement économique et du type de culture humaniste européenne traditionnelle. Je pense que ces éléments restent très importants dans la construction de l'identité russe. Et je pense que ce qui se passe actuellement, depuis que Donald Trump est revenu au pouvoir ici aux États-Unis, c'est qu'il y a cet élément intéressant du côté russe qui consiste à se dire d'accord, il existe donc un Occident conservateur qui est aussi antilibéral, post-libéral ou illibéral et qui nous est plus favorable, du moins jusqu'à un certain point. Ils doivent donc faire face à deux options, n'est-ce pas? Deux façons d'être l'Occident. L'Occident conservateur ou l'Occident post-libéral ou illibéral et l'Occident libéral. Et je pense que pour eux, c'est vraiment une discussion intéressante sur la manière de se situer et de voir s'ils peuvent vraiment renouer avec l'Occident conservateur, n'est-ce pas? Est-ce qu'une telle normalisation est vraiment possible avec l'Occident conservateur, sachant qu'aujourd'hui, je pense, la relation avec le Sud global et le fait que la Russie ait largement remodelé son discours ou son image à l'étranger en se présentant comme la puissance anticoloniale, renouant ainsi avec une tradition plus ancienne, issue des slavophiles, des eurasianistes et bien sûr de l'Union soviétique, et en affirmant nous nous associons au Sud global pour stopper et détruire la domination occidentale sur la scène internationale. Vous voyez donc qu'ils doivent gérer de multiples identités, n'est-ce pas? La complexité de l'Occident, qui présente différents visages, et ensuite la relation avec le Sud global. Et je pense qu'il y a des discussions vraiment intéressantes parmi certaines de ces élites académiques et politiques russes sur la manière de donner du sens à tout cela et d'adapter la position de la Russie face à toutes ces transformations actuelles.
Oui, vous avez dit que les Russes veulent prouver qu'ils sont la véritable Europe. Et je trouve cela intéressant parce que, d'un côté, il y a beaucoup de résistance, surtout en ce moment avec la guerre et tout, de l'animosité envers l'Europe. Mais cette idée selon laquelle ils ne sont pas contre l'Europe, mais plutôt que l'Europe est décadente et que la Russie représente la véritable Europe, n'est pas nouvelle non plus. Cela existe, je pense, depuis des siècles. On peut remonter jusqu'au sac de Constantinople. Comment voyez-vous cela? Est-ce encore aujourd'hui une question centrale dans l'idée nationale, qu'ils ne contestent pas vraiment l'Europe, mais qu'ils sont plutôt ceux qui la préservent? Oui, je pense que c'est un élément vraiment clé. Et je pense qu'il est toujours présent, même dans les moments de tension depuis 2022. On retrouve encore ce récit selon lequel la Russie serait le véritable Occident, avec l'espoir qu'un jour, l'Occident se rende compte que la Russie est aussi une version de l'Europe et une certaine forme de l'Occident. Donc je pense qu'en Russie, il existe une vision très idéalisée de ce que l'Occident pourrait être ou de ce qu'il a été et n'est plus. Et cela reste un élément très fort. Comme vous l'avez dit, cela vient de la tradition byzantine, cela a traversé les slavophiles. C'est donc vraiment un élément important. Et d'une certaine manière, on le retrouvait aussi dans le récit soviétique, n'est-ce pas? Parce que le marxisme est une construction d'Europe occidentale. Et il y avait toujours cette idée que, vous savez, il faut aussi une révolution communiste pour atteindre le cœur de l'Europe, parce que c'est de là que vient l'idéologie. Donc je pense que cet élément est encore très présent, bien plus qu'on ne veut l'admettre. Et en fait, on le voit aussi au niveau de l'opinion publique, n'est-ce pas? Si vous demandez aux Russes moyens quelle est sa vision idéale de ce que la Russie devrait être à l'avenir, beaucoup répondront qu'ils veulent avoir la qualité de vie, le type de culture de l'ancien Occident, ou ce qu'ils imaginent être la véritable Europe, mais en restant indépendants, avec leur propre identité et en tant que grande puissance. Donc ces éléments existent, mais il y a encore beaucoup de gens qui regardent vers l'Occident. Et je ne pense pas qu'il existe en Russie une autre forme d'identité civilisationnelle qui a encore du sens. Je veux dire, vous ne trouverez pas beaucoup de Russes qui diraient « Nous regardons vers l'Asie et c'est notre modèle civilisationnel, n'est-ce pas ?» L'Asie ou la Chine peut être un partenaire stratégique, mais ce n'est pas un modèle civilisationnel. Donc, lorsqu'ils réfléchissent en termes de racines culturelles profondes, c'est toujours l'Europe. Et c'est uniquement l'Europe, précisément parce que, je pense que c'est vrai, la Russie fait partie de l'Europe en ce qui concerne ses racines culturelles. Il leur serait donc très difficile d'imaginer quelque chose totalement dissocié de l'Europe. Et je pense que ce qui est souvent intéressant, c'est à quel point, surtout parmi les élites russes, mais pas seulement elles, il existe ce sentiment de se demander comment il est possible que l'Europe perde ses propres racines et ne veuille pas se battre pour elles. Il y a donc une forme de véritable europhilie, au sens culturel et philosophique, qui existe encore en Russie, tout en étant en même temps très critique et opposé à la construction politique de l'Europe. Oui, encore une fois, c'est un thème récurrent, non seulement dans le libéralisme, mais dans la modernité elle-même. Encore une fois, si la modernité se définit par l'individualisme au détriment du groupe et la raison au détriment de la foi et de la tradition, alors oui, à mesure que les pays se développent, ils négligent souvent ces aspects. Et c'est quelque chose que l'on a vu dans les discours de Valdai de Poutine dès 2013, lorsqu'il disait que l'Occident rejetait ses racines chrétiennes.
Vous savez, c'est un thème récurrent dans la littérature de toutes les études civilisationnelles. Une fois que l'on arrache les racines qui nourrissent la civilisation, il est attendu qu'elle meure. Donc vous voyez cela, je ne sais pas, cela semble être un thème commun. Donc au-delà de la géopolitique, vous considérez cela comme une conviction authentique. Alors, au sein de la classe politique russe, au moins, Absolument. Je pense qu'il y a une longue tradition intellectuelle. Et c'est intéressant car ce combat a également lieu en Europe, n'est-ce pas, et aux États-Unis entre la tradition libérale et celle qui l'est moins, voire anti-libérale. Donc je pense qu'il y a actuellement une lutte pour l'identité de l'Europe. Et la construction européenne a tendance à ne présenter qu'un seul aspect de l'histoire européenne, n'est-ce pas? Le côté progressiste. Mais l'Europe possède une longue tradition d'idéologie non progressiste, de conservatisme, de réaction, de fascisme. Et ce sont aussi des traditions européennes, n'est-ce pas? Je pense donc qu'il y a aussi ce genre de lutte autour de l'Europe, de l'UE. Disons que l'UE a du mal à présenter la pluralité de sa propre histoire idéologique et à l'ajouter comme un élément de pluralité. Car la construction européenne repose en grande partie sur une interprétation progressiste du libéralisme. C'est pourquoi, à mon avis, il existe en Europe toutes ces tensions autour de la montée de l'extrême droite, des alternatives illibérales, et on les présente toujours comme étant, d'une certaine manière, la main cachée de la Russie, parce que la Russie envoie ces signaux selon lesquels il existe une autre Europe qui est là aussi et qui veut se faire entendre. Je pense donc que la lutte se déroule réellement sur le sol européen et pas seulement dans la perception qu'en a la Russie. Je trouve cela intéressant, ce rôle, car il y a effectivement une sorte de guerre culturelle, pas seulement aux États-Unis, elle est clairement présente en Europe aussi. Mais du côté libéral, en Europe comme en Amérique, lorsque l'on considère le monde comme étant divisé entre démocratie libérale et autoritarisme, la Russie joue à nouveau le rôle traditionnel de l'autre, du croque-mitaine, ce qui contribue aussi à l'unité ici. Mais dans cette guerre culturelle actuelle en Occident, lorsque l'on perçoit le monde davantage comme étant défini par le conservatisme contre le cosmopolitisme ou le nationalisme contre le globalisme, cette nouvelle vision, je suppose qu'elle vient de France. C'est aussi le langage de Le Pen. Puis soudain, la Russie adopte un rôle très différent. Elle passe du statut de principal adversaire à celui d'allié clé. Tout à coup, c'est un pays européen chrétien traditionnel qui cherche à raviver sa spiritualité, contrairement aux excès du libéralisme, comme on le présente souvent. Pensez-vous que cette nouvelle quête de sens de la Russie exerce un attrait en Occident, ou s'agit-il plutôt d'un opportunisme occidental, voyant en elle un allié puissant à l'Est? Non, je pense qu'il y a un attrait venant de la Russie. La Russie, avec sa forme d'antilibéralisme, peu importe ce que signifie libéralisme, que ce soit sur le plan politique, culturel ou le type géopolitique associé à l'OTAN, a réussi à se forger cette image. Et je pense que c'est pour cela qu'il est important, selon moi, de ne pas considérer cette possible convergence ou confluence simplement comme une influence de la Russie, mais aussi comme des forces non libérales en Europe et aux États-Unis, cherchant en quelque sorte qui est présent sur le marché des idées et trouvant la Russie. Ainsi, des acteurs locaux en Europe et aux États-Unis ont aussi découvert la Russie. Il ne s'agissait pas seulement d'une influence russe sur eux, ils étaient également intéressés par ce que la Russie apportait. Et nous pouvons discuter du fait que cela n'a rien à voir avec ce qu'est réellement la Russie, pour ceux d'entre nous qui connaissent la Russie en réalité, mais il existe ce genre de mythe, d'image ou de marque de la Russie comme étant un pays fort qui a été l'un des premiers, l'un des précurseurs à façonner ce type de terme illibéral. Cela dit, je pense que
et nous le voyons maintenant surtout aux États-Unis, on peut être illibéral, et dans ce cas, en effet, la Russie n'est plus votre ennemi. La Russie peut être un partenaire pour attaquer ce que vous considérez comme les erreurs du libéralisme. Cela ne veut pas dire que vous vous associez à elle, n'est-ce pas? On peut tout à fait imaginer différents dirigeants et pays illibéraux combattant parfois ensemble contre ce qu'ils considèrent comme le libéralisme, mais cela ne signifie pas qu'ils sont partenaires, car ils ont aussi leurs propres tensions, n'est-ce pas? Je pense que la relation Trump-Poutine tourne précisément autour de cela aujourd'hui. Ils ont le même ennemi, mais sinon ils ne sont pas partenaires. Ou bien peuvent-ils aller de l'avant et essayer de collaborer de manière plus authentique? Je pense que c'est pas clair. On observe cela aussi parmi les forces illibérales européennes. Giorgia Meloni en Italie a été très pro-Trump, mais sur le plan géopolitique, elle est beaucoup plus pro-OTAN, pro-Ukraine et anti-Russie que ce que l'on voit habituellement parmi ces forces illibérales. Nous avons tendance à les imaginer systématiquement pro-russes. Mais ce n'est pas nécessairement le cas, n'est-ce pas? Ils pourraient aussi être favorables au conservatisme américain. Cela ne signifie pas qu'ils sont pro-russes. Je pense que cela montre à quel point la scène internationale et le marché idéologique deviennent bien plus fluides qu'auparavant. Donc, toute cette vieille dichotomie, démocratie, autoritarisme, est en train de s'effondrer en grande partie, ou du moins de devenir tellement floue qu'on ne peut plus vraiment dire de quel côté placer les États-Unis aujourd'hui avec Donald Trump, n'est-ce pas? Ce n'est plus la démocratie libérale classique, lui-même s'en éloigne. Je pense donc que cette fluidité est difficile à saisir pour les observateurs extérieurs parce qu'elle redéfinit toutes les frontières. Et je pense que sur ce point, la Russie a été précurseur et la Russie n'a aucun problème à gérer cette fluidité. C'est une fluidité très postmoderne. Ils peuvent traiter avec le Sud global, on s'adresse à l'extrême gauche, à l'extrême droite, aux musulmans, aux chrétiens, à des publics très différents et ça fonctionne pour eux. C'est l'impression que cela donne. Je pense donc qu'ils naviguent dans cette fluidité bien mieux que ce que l'Occident est capable de faire. Il semble qu'il y ait, encore une fois, une certaine répétition de l'histoire, car au XIXe siècle, on retrouvait déjà cela en Europe occidentale, lorsqu'on avait le sentiment qu'avec l'industrialisation, nous nous précipitions trop vite vers l'avenir et laissions quelque chose d'important derrière nous. Ainsi, des conservateurs d'Allemagne, de France, du Royaume-Uni se rendaient en Russie, qui possédaient. Et en fait, ils cherchaient à retrouver certains des éléments que nous avions perdus en chemin. Donc encore une fois, cette dynamique internationale est assez intéressante. Mais je remarque aussi beaucoup de références aujourd'hui parmi ceux qui essayent de définir l'idéologie russe. Beaucoup de références, évidemment, aux opinions de Dostoïevski, mais aussi à Solzhenitsyn. Chaque fois que j'entends les conservateurs russes, je pense toujours au discours de Solzhenitsyn à Harvard en 1968, où il affirmait que les communistes comme les capitalistes s'étaient condamnés eux-mêmes en poursuivant le moderne et le matériel au détriment du spirituel, et qu'ils allaient, malgré toute leur hostilité réciproque, souffrir tous deux de la même maladie. Ce n'était pas forcément le message qu'il voulait entendre de sa part. Mais il me semble que c'est, en fin de compte, l'essence de beaucoup de ce que vous entendez, non? Oui, absolument. Et je pense que nous avons encore du mal à saisir à quel point Solzhenitsyn est devenu si important, selon moi, dans la construction de cette vision russe, car ce n'est pas nécessairement celui qu'on cite le plus. Mais si vous regardez qui est cité, vous trouverez Dostoïevski, Danilevski, Leontiev, les classiques comme Karamzin. Solzhenitsyn pas si souvent. Mais en réalité, si l'on considère la manière dont les idées sont formulées, je pense qu'il a vraiment eu une influence très forte
dans la structuration de ce modèle de prise de distance avec la modernité qui s'inscrit dans une longue tradition de la pensée philosophique russe, car il y a la spiritualité, une forme de mysticisme eschatologique. Donc tout cela, même si cela a largement disparu de la société russe contemporaine, reste bien sûr présent, d'une certaine manière, dans l'air. Ils sont donc de ce genre, ils dégagent une impression, ils semblent familiers, même si la tradition intellectuelle s'est perdue. Je pense qu'il en reste quelque chose et sur ce point, je crois que Solzhenitsyn a aussi été un précurseur à bien des égards avec cette forme d'anticonsumérisme, d'anticapitalisme, ce rejet de l'abondance matérielle pour revenir à quelque chose de beaucoup plus centré sur la spiritualité. Cela résonne fortement avec de nombreux débats actuels dans ce que l'on appelle la sphère post-libérale, n'est-ce pas, y compris en Occident. Donc je pense aussi que sur ce point, la Russie compte un certain nombre d'auteurs qui ont en un sens été les précurseurs de beaucoup de ces tendances. Et cela parle à des publics qui se trouvent aussi en dehors de la Russie. C'est pourquoi je pense souvent que nous avons tendance à voir l'influence russe partout, mais en réalité, la Russie produit des visions du monde qui circulent ensuite d'elle-même et acquièrent une certaine résonance, n'est-ce pas? Si l'on considère également la redécouverte actuelle de la tradition du cosmisme venant de Russie par des personnes aux États-Unis, notamment autour de l'aspect de l'obscure illumination, on constate aussi que des gens lisent les grands cosmistes russes et intègrent certains de leurs éléments. Donc, si vous étudiez la philosophie de la Silicon Valley, vous trouverez des références au cosmisme russe, n'est-ce pas? La Russie a donc beaucoup produit. Eh bien, dans la troisième partie de votre livre, vous l'appelez contre-révolution. Cela suggère évidemment qu'il y a une révolution et que la Russie y répond. Au début, vous écrivez beaucoup sur le rejet de l'universalisme occidental. Et j'ai trouvé cela intéressant parce que c'est quelque chose qui, bien sûr, rapproche des pays comme la Russie de la Chine, qui est elle aussi très anti-universaliste. Et bien sûr, on pourrait peut-être aussi inclure l'Inde dans cette catégorie. Mais quelle est alors l'essence de ce rejet de l'universalisme occidental? Comment le percevez-vous? Eh bien, je pense qu'ici aussi, il s'agit d'une longue tradition en Russie. Cela vient vraiment, vous savez, de la philosophie romantique allemande du début du XIXe siècle, qui alimentait déjà la tradition slavophile avec l'idée que la civilisation est aussi un récit, n'est-ce pas? Qu'on ne veut pas d'une universalité abstraite qui nous rendrait tous identiques, qui aplatirait le monde. On veut un universalisme qui protège la diversité et la pluralité. Donc, ce n'est pas entièrement anti-universel, n'est-ce pas? Et si vous lisez Dostoïevski, il y a les deux récits, celui de la civilisation et celui de la Russie, en tant qu'acteur messianique et universaliste. Mais c'est l'idée que nous devons rester différents. Et c'est ce que Dieu voulait pour nous, que nous soyons différents. Donc cela a vraiment des racines religieuses et romantiques très profondes. Et cela a, je pense, été en quelque sorte redécouvert et perpétué. Paul Robinson vient de publier un livre sur cette tradition civilisationnelle en Russie, essayant de dire « Ne tentez pas de nous rendre tous identiques, cultivons ce qui nous rend différents ». Ce qui est bien sûr une manière de résister à la pression normative occidentale que la Russie a ressentie aussi bien au XIXe siècle, à l'époque soviétique, qu'aujourd'hui. Donc, pour moi, l'aspect contre-révolutionnaire était important parce que je pense que dans les années 1990, le fait que la Russie ait reçu le libéralisme sous toutes ses formes, libéralisme politique, libéralisme socio-culturel, libéralisme économique, libéralisme géopolitique, en quelques années, voire en quelques mois, c'était une révolution, n'est-ce pas?
Et maintenant, nous sommes confrontés à l'aspect contre-révolutionnaire qui consiste à dire, oui, bien sûr, il existe des valeurs universalistes, et je pense que la Russie dit, nous voulons, vous savez, ils ne demandent pas un isolationnisme total. Ils veulent l'équipe internationale, ils veulent l'Assemblée générale de l'ONU, mais il devrait y avoir une souveraineté pour chaque grande civilisation en tant que telle. Et bien sûr, quand on est un grand État comme la Russie, il est facile d'avoir un récit civilisationnel. Si vous êtes un petit État qui a le sentiment de n'être qu'une partie de la sphère d'influence d'un autre grand État, ce n'est pas ce que vous souhaitez. Mais je pense que cela a été un élément vraiment fort. Et comme vous l'avez dit, ce récit civilisationnel et l'appel à un retour de la souveraineté russe ont été des éléments clés qui permettent à la Russie de dialoguer avec le Sud global. Il ne s'agit pas seulement de la Chine et de la Russie. C'est aussi l'Afrique du Sud, le Brésil, de nombreux pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique, pour qui ces arguments sont très convaincants. Ils peuvent être critiques envers la Russie sur de nombreux points. Mais je pense qu'ils apprécient que la Russie tienne ce discours face à l'Occident. C'est ainsi que la Russie parvient à créer une sorte de récit commun avec de nombreux pays du Sud global. Et cela a protégé la Russie de la pression normative occidentale et des sanctions occidentales ces dernières années. Oui, donc l'idée de la spécificité culturelle ou de sa préservation, où désormais on parle davantage de spécificité civilisationnelle, devient un peu un slogan parmi de nombreux États des BRICS. Il faut une diversité de civilisations et aucune ne devrait dicter aux autres la manière dont elles doivent se développer. Mais cela a aussi des implications pour l'ordre mondial, car le principe même, lorsque l'on rejette l'universalisme et que l'on insiste sur la spécificité des nations ou des civilisations, c'est-à-dire que chacun a sa propre voie de développement. C'est aussi une idéologie de la souveraineté, n'est-ce pas? C'est l'idée qu'il n'y a aucune raison de diminuer la souveraineté. Oui, je pense que l'argument de la souveraineté est très solide. Il y a cette idée que les institutions supranationales ne peuvent pas être neutres. Idéologiquement, elles représentent toujours le pouvoir de ceux qui sont les plus forts, dans notre cas, l'Occident et surtout les États-Unis. Ainsi, toute institution supranationale ne serait en réalité pas vraiment neutre de façon objective, mais représenterait plutôt le statu quo en faveur des États-Unis et devrait donc être rejetée. Nous devrions donc revenir à une certaine forme de souveraineté, peut-être pas une souveraineté absolue, car il est aussi possible de former des partenariats. Il existe certaines institutions de l'ONU que la Russie considère comme vraiment importantes, mais plus aucune institution supranationale qui viendrait diminuer la souveraineté. Et là aussi, je pense que c'est un discours qui trouve un large écho dans le Sud global, car la majorité de la culture politique du Sud global s'est construite sur une tradition anticoloniale et anti-impérialiste. Ainsi, une fois que l'on obtient son indépendance après le processus de décolonisation, la souveraineté devient un élément central de la culture politique. Je pense que la souveraineté peut venir aussi bien de la gauche que de la droite. Elle a également été très importante dans la tradition de gauche. C'est pourquoi, selon moi, la Russie peut s'adresser à différentes cultures politiques, tant de droite que de gauche. Vous avez également un chapitre que vous intitulez « Le conservatisme comme réponse de la Russie au libéralisme ». Comment définissez-vous le conservatisme russe? Parce que le conservatisme, c'est encore une fois l'idée que la stabilité du présent et de l'avenir doit être ancrée dans le passé. Donc, c'est l'opposé de la révolution, où l'on déracine l'histoire et le passé lui-même. Pour cette raison, on voit souvent le conservatisme prendre différentes formes. Par exemple,
Aux États-Unis, il s'agit d'un conservatisme assez contradictoire, car en tant que pays fondé sur une révolution libérale, le conservatisme devient un engagement envers l'individualisme et souvent envers les marchés libres. Cela contredit, ou pas nécessairement, mais c'est ce que l'on a tenté de préserver. Mais bien sûr, c'est très différent de la façon dont on définirait le conservatisme russe. Alors comment est-vous le conservatisme russe équilibré, ou du moins présenté, une alternative au libéralisme? Je pense donc qu'il y a plusieurs éléments dans la tradition conservatrice. D'abord, il y a ce récit particulariste, civilisationnel, qui dit « Nous sommes ce que nous sommes, avec nos propres racines. Nous ne sommes pas une page blanche sur laquelle tout peut être écrit. Nous avons des racines. Nous appartenons à un espace, à une époque, à une généalogie. Et cela doit être respecté. C'est donc un aspect qui va à l'encontre de l'universalisme du libéralisme. Le deuxième élément de ce conservatisme concerne la manière dont nous gérons le fait que la Russie a connu de nombreux chemins. Que voulons-nous conserver? Est-ce l'ère soviétique? Est-ce l'ère post-soviétique? Et je pense que la façon dont cela a été formulé, probablement la plus intelligente, c'est de dire « Eh bien, vous savez quoi? La Russie de Poutine, c'est ce que nous voulons conserver d'une certaine manière, n'est-ce pas? C'est-à-dire une Russie qui essaierait d'être la synthèse des années 90 de l'époque soviétique et de la Russie tsariste d'une façon ou d'une autre, une sorte de combinaison de tout cela. C'est ce que nous voulons. Donc, je pense que pour moi, il est très important de souligner que le conservatisme ne consiste pas à revenir en arrière. Ce n'est pas réactionnaire. Il s'agit de demander que les choses restent telles qu'elles sont et de ne pas aller trop vite vers de nouveaux changements. Et je pense que la société russe, précisément à cause du traumatisme des années 90, a vraiment vécu ce genre d'expérience quotidienne du conservatisme, où l'on veut de la stabilité, on veut savoir de quoi l'avenir sera fait, on a besoin d'une certaine prévisibilité. Cela ne peut pas changer tous les 6 mois, car alors, vous ne pouvez pas vous projeter, vous ou votre famille, dans l'avenir. Donc, vous voulez de la stabilité, et cette stabilité, c'est plus ou moins la Russie de Poutine des années 2000 ou des années 2010, peut-être, selon à qui l'on demande. Il y avait donc cette idée que c'était la meilleure Russie possible. Une Russie qui accepte l'effondrement de l'Union soviétique, qui est mondialisée, qui est une nouvelle Russie, territorialement parlant, mais qui intègre encore, d'une certaine manière, le passé soviétique et, sous une certaine forme, aussi les années 90. Donc je pense que la façon dont il voulait présenter le conservatisme lorsqu'il s'est vraiment formé au début des années 2000, c'était encore un conservatisme très modéré et il comportait de nombreux aspects que l'on pourrait qualifier de conservatisme libéral, n'est-ce pas? Elle a toujours été économiquement libérale à certains égards. Elle a poursuivi ce genre de... Donc, sur ce point, il y a un moment de dialogue avec la tradition américaine qui, comme vous l'avez dit, est la préservation de la tradition libérale, n'est-ce pas? Du moins jusqu'à ce que Trump change la culture politique du conservatisme américain. Mais pendant très longtemps, c'était la tradition américaine. Donc, je pense que la Russie avait cela. Dans les années 2000, les personnes qui s'identifiaient parmi les élites comme conservateurs étaient en quelque sorte ce type de conservatisme doux, modéré, libéral, puis progressivement le conservatisme est devenu plus conservateur et moins libéral, laissant plus de place à un aspect plus réactionnaire. Et quand j'utilise réactionnaire dans ce sens, il s'agit de personnes ou d'idéologies qui diraient « ce que nous avons n'est pas suffisant ». Nous devons revenir sur certains aspects, ce qui est aussi quelque chose que vous avez ici, cette tension autour de « gardons les choses telles qu'elles sont, mais alors nous ne progressons pas, nous n'avançons pas » ou même « maintenant c'est trop libéral, revenons en arrière ».
Et je pense que vous retrouvez la même tension aujourd'hui entre une forme de conservatisme modéré et un conservatisme plus réactionnaire au sein de tout cet écosystème des autorités russes qui débattent de ce que le conservatisme devrait signifier. Et bien sûr, il s'agit du conservatisme du régime, n'est-ce pas? Donc c'est la sécurité du régime que le régime de Poutine est la meilleure option pour la Russie et qu'il doit donc être préservé. Il y a donc aussi l'aspect plus instrumental qui est présent dans cette vision du conservatisme comme étant la meilleure solution pour la Russie. Oui, l'idée selon laquelle il faut s'appuyer sur son passé rejoint aussi celle qu'on ne peut pas simplement copier l'Occident, car on commence alors avec une structure fragile. Il faut donc intégrer son récit national et sa conscience collective. Je ne sais pas, c'est du moins ainsi que je vois le conservatisme se manifester. Par exemple, avec Poutine, qui célèbre à la fois les Russes rouges et les Russes blancs, où l'on reconnaît que ces parties très conflictuelles et divisées de l'histoire russe font en quelque sorte toute partie de la même histoire nationale. Mais oui, le dernier sujet de votre livre que je voulais aborder était peut-être mon préféré, à savoir l'eurasisme. Vous l'appelez d'ailleurs les géo-imaginaires de la Russie. Ce qui est intéressant, c'est que l'idée d'eurasisme occupe vraiment le devant de la scène. Bien sûr, une grande partie de cela correspond aux idées avancées par Dostoïevski, que la Russie, si elle essayait seulement d'être européenne, serait artificielle, et qu'elle devait trouver son identité authentique en se tournant aussi vers l'Est. Mais vous évoquez également l'espace transcontinental. Quelle est, selon vous, la signification de l'Eurasie dans la construction du sens, comme le suggère le titre de votre livre? Oui, je pense que le concept d'Eurasie est bien sûr très flexible. Il existe donc plusieurs façons d'interpréter ce qu'est l'Eurasie. Il y a l'approche traditionnelle qui concerne principalement la diversité interne de la Russie elle-même et le fait que la Russie s'est historiquement construite sur ce mélange entre les Slaves, les Turcs et les Khmer, tout en revalorisant la période mongole comme une époque positive, durant laquelle la Russie a trouvé au moins une partie de sa propre identité nationale. C'est donc la tradition eurasiste traditionnelle. Je pense qu'elle est toujours vivante lorsque le gouvernement russe parle de la multinationalité du pays et affirme que tous les groupes ethniques partagent un même destin et une histoire commune sous la direction de la nation russe. Donc, cet argument eurasianiste existe toujours. Mais l'autre élément de la tradition eurasianiste serait que la Russie dispose d'une sorte de sphère d'influence naturelle sur ce qui était l'ex-Union soviétique et l'ancien empire tsariste. Je pense que cet élément, parce qu'il devient de plus en plus difficile pour la Russie d'affirmer cette sphère d'influence sur le plan géopolitique, que cette vision de l'Eurasie est en net déclin et qu'elle a été remplacée par l'espace transcontinental. Ainsi, aujourd'hui, lorsque le gouvernement russe utilise le terme Eurasie, c'est vraiment dans cette idée de la grande Eurasie, n'est-ce pas? C'est donc le partenariat avec la Chine et l'ouverture vers l'Asie qui comptent vraiment davantage que la sphère d'influence post-soviétique qui est en partie en train de disparaître, n'est-ce pas? Donc, l'aspect de la diversité interne de la Russie est toujours présent. La notion de sphère d'influence, à mon avis, est en train de disparaître, cette partie du récit. Ensuite, il y a le partenariat avec la Chine qui prend la forme de ce récit eurasiatique, vous savez, au sein des BRICS. C'est une façon de dire, oui, nous sommes une sorte de carrefour. Nous pouvons dialoguer avec un camp comme avec l'autre. Mais aujourd'hui, c'est bien plus large que l'espace post-soviétique, car celui-ci a été trop remis en question sur le plan géopolitique, notamment avec l'Ukraine, mais aussi avec le Caucase et l'Asie centrale. Donc je pense que cette version est en train de disparaître. Mais les autres aspects de l'Eurasie deviennent très importants. Et cela s'accorde aussi avec le tournant vers le Sud global.
Si vous présentez la Russie comme l'Eurasie, alors la façon dont vous vous adressez au Sud global devient plus facile parce que vous avez une diversité interne à mettre en avant, n'est-ce pas? C'est tout le sens, par exemple, de la diplomatie islamique de la Russie, qui s'appuie sur le fait que la Russie compte d'importantes minorités musulmanes, au pluriel. C'est aussi une manière de dire nous ne sommes pas seulement l'Occident ou l'ancien Occident, ou la vieille Europe. Nous avons aussi cette dimension asiatique, ce qui fait de nous, d'une certaine façon et paradoxalement, une partie du Sud global. Je pense donc que c'est pour cela que l'Eurasie est aujourd'hui si utile. Elle peut prendre de multiples formes, et certaines restent très pertinentes et significatives pour la façon dont les autorités russes se présentent, ainsi que leur propre pays. Oui, souvent ils utilisent le terme, enfin au lieu de Sud global, ils utilisent souvent majorité mondiale à la place. Mais j'ai trouvé intéressant que votre livre, dans le dernier chapitre, examine le Sud global à travers ce prisme anticolonial. Oui, et aussi compte tenu de son histoire soviétique et de la période de décolonisation. Mais oui, j'assiste généralement aux réunions annuelles de Valdai, et je remarque que presque chaque année, il y a au moins un panel ou une session consacrée au Sud global et au rôle de la Russie en son sein, où ils essayent de se positionner. Et il y a généralement cette conclusion, où la discussion est souvent organisée autour de l'idée que, eh bien, la Russie n'est pas techniquement le Sud global, mais qu'elle s'oriente vers lui, ou du moins qu'elle a beaucoup en commun avec lui. Est-ce que vous y voyez plus que cela, ou est-ce simplement qu'il cherche à s'associer davantage avec une grande partie du monde, qu'il considère alors comme contribuant à décoloniser et à libérer? Oui, je pense qu'ils vont continuer. Je pense que ce sera une tendance à long terme de la politique étrangère russe, car il n'y aura pas de réintégration avec l'Occident, quoi qu'il arrive, même si un accord de paix était conclu en Ukraine. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir une normalisation des relations avec l'Occident sur certains aspects, au moins avec les États-Unis, mais je pense que l'orientation vers le Sud global est vraiment très profonde. Et ce n'est pas seulement une stratégie du type « d'accord, nous n'avons plus l'Occident, nous avons le Sud global ». C'est une vision et une interprétation véritablement sincères selon lesquelles la scène mondiale a changé. Et même si la Russie pouvait se réconcilier avec l'Occident, en aurait-elle vraiment besoin? L'Occident est-il encore pertinent? Je pense que c'est un récit très fort qui émane des experts russes en politique étrangère, que, vous savez, l'avenir du monde se trouve en dehors de l'Occident et qu'il s'agit de rééquilibrer les institutions internationales et l'ordre mondial. Je pense donc que cela restera une stratégie à long terme pour la Russie et c'est probablement la bonne pour eux s'ils veulent rester une grande puissance autonome. Même avec une influence économique mondiale en déclin, ils peuvent encore trouver leur propre place s'ils appartiennent à ce type de système multipolaire. J'ai la même impression. Au cours des siècles passés, la Russie a toujours été soit pro-occidentale, soit anti-occidentale. Mais le point commun a toujours été une focalisation sur l'Occident. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est que la Russie ne veut plus être pro-occidentale, ni même anti-occidentale. Elle veut simplement que l'Occident compte moins, je suppose, en s'impliquant davantage dans l'espace eurasiatique ou le Sud global, où quels que soient les paradigmes conceptuels que nous explorons, tout cela conduit la Russie vers cette idée. Quoi qu'il en soit, professeur Laruelle, merci beaucoup pour votre temps. Je pourrais discuter avec vous toute la journée, mais j'imagine que vous avez d'autres choses à faire. Merci infiniment. Merci pour votre invitation.